Oui, donc ce dont je vais parler, c'est basé sur un article qu'on a publié au début de cette année avec Isabelle Collet, justement, et c'était une réflexion que j'avais amorcée dans mon congé d'études. Donc l'inclusion des femmes, que moi aussi dans une vie antérieure, j'étais informaticienne professionnelle et j'ai vu la disparition des femmes en fait un peu plus tard. Alors, donc, d'abord, je vais expliquer pourquoi parler d'inclusion, à quoi ça s'oppose, et puis indiquer comment on a fait pour mener cette recherche et construire ce cadre. Alors, dans les années 80, au contraire, quand on regarde dans les écrits féministes, par exemple ceux de Jacqueline Laufer, eh ben, on pensait que puisque l'informatique était nouveau, il n'y avait pas le poids du passé, donc ça allait être beaucoup plus égalitaire. Il y a eu le cybermanifesto d'Haraway, cette ressource imaginaire, puisqu'on sera bientôt tous des cyborgs, enfin, faut le prendre, pas au sens du transhumanisme, hein, au sens vraiment imaginaire, eh bien là, on va rentrer dans une ère d'égalité. Bon, on a déchanté. Alors, aujourd'hui, le monde professionnel, tu parlais du Syntec, oui, bien, ou vous parliez du Syntec, même si pour la première fois, il y a une femme à la tête de ce syndicat professionnel, en fait, la communication reste extrêmement masculine. Mais il y a aussi des universités qui se bougent beaucoup pour accueillir des femmes. Women Who Code, bon, là c'est en Inde, pas en Malaisie, et il y a des mouvements, il y a quelque chose qui existe. Alors, bon, ça, les chiffres, vous les connaissez, donc ça s'appelle attractivité. Pourquoi les femmes ne sont pas attirées? On voit effectivement les trois que j'ai entourés, qu'on est dans les maximum 20%, sauf quelque chose qui est employé opérateur d'exploitation. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ce qu'on met là derrière, mais je ne suis pas sûre que ce soit très technique. Alors, il y a une situation paradoxale pour les femmes dans les métiers du numérique parce qu'elles ont passé beaucoup d'obstacles, parce que ce n'est pas l'orientation scolaire qui les pousse, par exemple. Bon, on a parlé des milieux des études. Mais malgré ça, elles sont, pour avoir fait lu beaucoup, et puis fait même aussi des recherches en milieu professionnel, elles sont confrontées à des problèmes d'évolution et de reconnaissance, alors qu'elles sont, je dirais, surqualifiées, en tout cas du point de vue de l'obstination. Donc, cette situation paradoxale, j'emprunte à Jacqueline Laufer qui parlait pour les femmes cadres, en disant que les femmes cadres avaient aussi dû dépasser beaucoup d'obstacles. Alors, des recherches ces dernières années, par exemple de Elaine Trost, qui fait beaucoup de choses aux États-Unis, montrent qu'il y a une très large exposition des adolescentes et des jeunes femmes à des discours sur l'inadéquation des emplois informatiques pour, bon, on l'a évoqué, toutes sortes de raisons, responsabilité domestique, etc., domaine masculin. Et donc, cette sous-représentation, donc Ellen Trost parle de undeserved community, c'est-à-dire sous-servi, sous-développé d'une certaine façon, plutôt sous-servi. Et donc, on peut considérer que cette sous-représentation des femmes, qui n'a pas toujours été le cas, peut être considérée comme une forme d'exclusion. Alors, la question de départ, c'est qu'il y a beaucoup de mesures, de discours au niveau national, au niveau européen, aux États-Unis, en Europe, en Australie, pour attirer les femmes dans les métiers informatiques. Ça, on ne peut pas le nier. Et pourtant, les résultats sont vraiment très limités et le pourcentage, donc on l'a dit, ne cesse de décliner. Et puis, les pays de l'OCDE dans lesquels ce pourcentage est le plus élevé, la Turquie, l'Irlande, la République de Corée, c'est pas forcément, mais ça on l'a évoqué, les meilleures pratiques, vous l'aviez évoqué pour l'Algérie, d'égalité femmes-hommes. Alors, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que si de l'intérieur, on ne modifie pas la culture masculine ou même masculiniste, c'est-à-dire qui survalorise le côté masculin, eh bien,
on aura beau faire venir des femmes, les résultats des efforts resteront limités et elles ne resteront pas. Elles partiront ou elles ne se projetteront pas. Donc, l'approche a été de se dire qu'est-ce qui se passe si on passe d'une analyse en termes d'exclusion à une analyse en termes d'inclusion. Alors, exclusion, ça veut dire qu'on parle de déficit. Et de nombreuses, par exemple, manifestations, c'est il faut dire aux femmes que, il faut leur faire connaître, il faut leur montrer que les métiers, c'est pas ci, c'est pas ça. Comme si elles ignoraient tout. Comme si les garçons, on n'a pas besoin de leur faire la danse du ventre pour leur faire venir. Donc, pourquoi est-ce que les filles n'auraient pas le même degré de connaissance? Donc, il leur manque quelque chose, donc on doit leur donner quelque chose. Mais quand on est dans un modèle de l'exclusion, ça veut dire que ceux qui sont les inclus ne sont pas questionnés du tout. C'est que les exclus qui sont questionnés. Donc, ça nous conduit à nous interroger sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce milieu soit accueillant, soit inclusif. Et comment ces métiers du numérique pourraient être arrêtés d'être des bastions qui engendrent, selon l'expression de Chabot-Richter et Gardet, qui entretient l'engendrement de la technologie. Alors, comment on a procédé? On a relu 2 cas de succès dans 2 pays même assez différents, même s'ils sont occidentaux, qui ont obtenu une représentation paritaire durable, plus de 10 ans, dans les filières informatiques. Et on les a analysés comme justement une démarche d'inclusion sociale pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut en retirer. Il ne s'agit pas de copier, bien sûr, chaque milieu est particulier, mais essayer de se dire comment les femmes pourraient effectivement se développer dans ces milieux. Alors, ces 2 expériences, quelques mots sur les fêtes. Tous les 2, c'était, mais sans qu'il y ait concertation, en 1995, et tous les 2 sont des endroits, des lieux d'enseignement d'excellence. On va dire NTNU en Norvège, c'est la meilleure université technique, et Carnegie Mellon, la School of Computer Science, c'est aussi dans le top 3 des universités informatiques. Alors, qu'est-ce qu'ils remarquent? En Norvège, ça a chuté en 10 ans de 20% à 6%. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un mauvais tournant. Et puis, Carnegie Mellon, là aussi, les étudiants qui étaient plus nombreuses, là, non seulement il y en a guère de 7%, mais en plus, ils abandonnent beaucoup plus que les hommes. Alors, les 2 institutions, tout à fait séparément, ont lancé une grande opération d'envergure. Alors, grande opération d'envergure, ça veut dire que les instances dirigeantes étaient sollicitées et dans le comité, ils sont tous les 2, leur côté, se sont dit il faut qu'on renverse les choses. Et à Carnegie Mellon, il y avait aussi une spécialiste en sciences de l'éducation et genre et une vice-doyen professeur d'informatique qui a formé un binôme exceptionnel. Alors, les résultats, NTNU, c'était en un an, ils sont passés de 6% à 38% et leur comité s'est pérennisé. Et donc, ça s'est maintenu, je dirais comment. Et Carnegie Mellon, là, ça a pris plus de temps. D'abord, ce n'était pas de la même échelle non plus. La Norvège, c'est un petit pays, ce n'est pas le même nombre. Mais en 5 ans, ils ont atteint près de 40%. Et là aussi, ça s'est pérennisé avec le même taux d'abandon pour hommes et femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les inspirations théoriques étaient tout à fait différentes. Ils n'ont pas construit en fait leur programme à partir des mêmes présupposés sur le genre, sur les femmes, sur pourquoi il y a insuffisamment de femmes. Alors le contexte norvégien, c'est celui, ça faisait très longtemps que la question de l'égalité des sexes était portée au niveau national. On a parlé même d'un féminisme d'État. Mais l'idéologie qui était derrière, ou le support, le substrat théorique, c'était la différence. C'est-à-dire les hommes et les femmes sont fondamentalement différents. Donc, c'est bien que parce qu'elles sont différentes, elles soient représentées. Et donc,
ce modèle différentialiste a eu, dans le domaine des technologies de l'information, ça a eu évidemment une grande influence, mais dans le sens qu'ils sont différents, et puis l'éthique, c'est pour les hommes. Et cette figure du hacker qui a été construit notamment au MIT comme le prototype de l'informaticien, c'est largement répandu. Alors, NTNU s'est appuyé sur cette idée d'une différence fondamentale, mais en disant oui, d'accord, le hacker a tout à fait sa place, il est tout à fait représentatif de l'informatique, mais il faudrait aussi qu'on y ajoute un modèle plus social qui, lui, serait porté par des femmes. Et donc, de leurs mots, ils disaient, oui, il faut attirer des femmes, mais il faut aussi guérir le département informatique des effets néfastes de cette culture des hackers. Alors, Carnegie Mellon, c'était très différent. Il y avait aussi aux États-Unis une approche différentialiste, mais il y avait aussi toute la culture de l'equal opportunity, c'est-à-dire une approche universaliste, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui nous fait tous et toutes humains. Et il y avait un certain nombre d'associations qui se sont développées, notamment pour les femmes dans l'informatique ou bien l'Institut Anita Borg, mais ils s'adressaient qu'aux femmes en disant on va essayer de les attirer. Et finalement, ça ne remettait pas du tout en cause le fonctionnement du monde du numérique. Même s'il y a des actions qui sont très très bien, T-Borg est très très bien. Alors, au CMU, ils ont analysé les choses un petit peu différemment. Ils se ont dit, déjà, on va s'interroger sur nos propres pratiques. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils recrutaient, dans leur recrutement, ils donnaient un poids très très important à l'expérience antérieure en informatique. Et que ça, évidemment, hein, je ne fais pas de dessin, ça privilégiait, ça donnait les résultats masculinité, d'un taux d'hommes beaucoup plus important. Et puis qu'ils ont fait une enquête aussi pendant la première année et ils ont vu que pourquoi on abandonne, eh bien pour la majorité des femmes, c'est pas parce qu'elles avaient des mauvais résultats, mais c'est parce qu'elles se disaient je me retrouve pas, finalement j'ai pas ma place, je me projette pas, donc au bout d'un an, et donc je n'y arriverai pas, donc elles abandonnaient. D'où un ancrage théorique constructiviste, c'est-à-dire basé sur le fait qu'il y a une réalité très tangible, sociale, mais qui se construit. Donc, la technique va être analysée dans leur programme comme une culture avec ses représentations, ses pratiques, ses coutumes, ses normes, qui est construite et dominée par le masculin et qui, en retour, consolide bien sûr la masculinité. Alors, les mesures d'inclusion de ces trois établissements, on peut les analyser selon les trois phases. Il faut intéresser, il faut recruter, faire en sorte que les femmes viennent, et puis après, il faut faire en sorte qu'elles restent, c'est-à-dire les socialiser. Alors, au NTNU, ils ont fait, donc c'est eux, ils ont obtenu des résultats en un an. Ils ont fait une monstre campagne publicitaire, financée d'ailleurs en très grande partie par des entreprises que l'université a contactées. Donc, pendant 3 mois, dans tous les cinémas du pays. Bon, le pays est petit, mais il y avait un spot publicitaire qui disait on veut des garçons. Alors c'était basé sur le fait que les garçons font des carrés, les filles font des ronds, et nous on a besoin de gens qui font des ronds. Bon. Alors plus des SMS envoyés, etc. aux filles qui s'intéressaient. Donc l'idée était de redéfinir ou de créer une autre image de la discipline complémentaire de celle des hackers, c'est-à-dire on a aussi besoin de gens sociaux, communicants, etc. Alors, pour recruter, donc les filles qui s'étaient déclarées intéressantes, grand accueil et système de quotas, qui a suscité d'ailleurs un tollé, un petit tollé à l'intérieur de la part notamment des garçons et qui a été réglé au plus haut niveau, on va dire, est réglé. Mais ce qui était très très important, c'est que le niveau d'exigence avait été abaissé et après ils ont bien sûr de mesurer et ils ont vu que ça n'avait
aucune incidence sur les résultats après dans la suite des études. Parce qu'après, tout le monde était traité, évidemment, de la même façon. Et alors, pour socialiser, ils ont ajusté le curriculum, des cours d'informatique pour débutants, recrutement d'enseignantes, ouverture d'un laboratoire non mixte, qui existe toujours, et aussi des activités parascolaires pour construire une communauté d'étudiantes à l'intérieur du campus. Alors, qu'est-ce qu'a fait Carnegie Mellon avec une approche constructiviste? Là, ils ont beaucoup travaillé sur ce qui oriente. Les profs du secondaire, ils les ont invités à une formation, je ne sais plus si c'était un nouveau langage, Smalltalk, ou je ne sais plus quel langage est nouveau. Et donc, les profs de secondaire sont venus honorer d'être invités par Carnegie Mellon. Et en même temps, il y avait tous les jours une séquence sur le genre, sur l'égalité, et mise en place d'actions qu'ils ont suivies pendant toute l'année. Donc, ça a permis d'augmenter l'intérêt. Pour recruter, donc changer les critères d'admission, même si on n'y connaît rien à l'informatique, on est bienvenu. Et beaucoup de choses pour socialiser, c'est-à-dire les cours qui sont repensés, des cours interdisciplinaires, des groupes de niveau, pour qu'à la fin de la première année, tout le monde arrive au même niveau, du tutorat, une formation aussi des enseignants à la pédagogie inclusive et des assistants. Et surtout, par rapport à cette question de quotas, un cours sur le genre, obligatoire pour tous les étudiants en informatique, parce qu'on commençait à entendre les filles quotas, vous êtes là parce que vous êtes quotas et pas parce que vous avez les qualités pour être dans cette université prestigieuse. Et ça, c'est maintenu. Alors, donc, et un réseau social, là aussi, entre les étudiantes. Alors, la pérennisation du succès, en fait, le message différentialiste n'a pas été très bien reçu par les filles. En réalité, elles se disaient, attendez, c'est autre chose que des ronds, mais elles ont compris qu'elles étaient voulues et qu'elles étaient attendues. Donc, elles ne se reconnaissaient pas du tout dans le message, mais se sont dit, tiens, si on les intéresse, pourquoi ne pas aller voir? Donc, c'est fini. Ces campagnes ont été finies. Et il y a eu autre chose qui s'est mis en place par une association dans laquelle il y a 2 permanents, d'ailleurs, qui animent cette association pour faire connaître l'école et intéresser. Le laboratoire, là, c'était dès le départ non mixte. Dès le départ, c'était les étudiantes elles-mêmes qui étaient très embarrassées, qui disaient, mais enfin, c'est pas juste, bon, pourquoi les garçons... Bon, puis finalement, 20 ans après, il est toujours là. Nous sommes allés avec mes collègues il y a quelques mois en Norvège et on l'a visité. On a vu qu'effectivement, il était très, très actif et il a été complété par une salle de détente uniquement pour étudiantes et plus personne ne dit rien. Alors, finalement, les femmes sont devenues de plus en plus nombreuses grâce à cette politique de quotas pour ne plus être isolées. Le réseautage a été développé. Donc, finalement, même si on est parti d'une base différentialiste, la population a changé et donc la culture a changé. Alors, à Carnegie Mellon, c'était au contraire ce qu'ils ont dit, ça nous a amené à réfléchir sur le fonctionnement plus large de l'université, les admissions, le recrutement d'enseignement, la formation aussi des enseignants. Et que, du coup, l'ancienne division disait, oui, les hommes, ils s'intéressent que pour l'amour de l'art et les femmes, c'est parce qu'elles veulent faire quelque chose qui sera utile à tout le monde. C'est fini. Il y a des gens qui pensent l'un, qui pensent l'autre, mais ces gens, ce n'est pas la barrière de sexe qui les répartit. Les hackers sont toujours là, mais c'est une des modalités d'être parmi d'autres dans la culture commune et c'est plus du tout déminant. Et l'association de femmes, c'est l'association la plus active parmi les étudiants en informatique. Donc là, au contraire, ils ont voulu travailler sur la culture et donc du coup, la population a changé et ils ont attiré des gens différents. Alors, comment est-ce qu'on peut, ces 2 cas, bien sûr, tout à fait spécifiques, qu'on ne peut pas transposer comme ça, même aux États-Unis ou en Norvège, ça n'a pas été transposé tel quel. Donc, mais comment on peut le penser quand même à partir de là, cette notion d'inclusion. Donc, appelle
très rapidement que l'inclusion est apparue. Donc d'abord déjà la notion d'exclusion est apparue dans les années 60 en disant c'est un état, il y a des gens qui sont exclus, ils ont des manques puisqu'il y a un processus aussi d'exclusion, mais les inclus ne sont pas du tout concernés par ces pauvres exclus. Donc il faut travailler avec les exclus, mais on ne touche pas aux inclus. Alors que la notion d'inclusion, qui est apparue notamment, par exemple, en France, autour d'enfants qui présentaient des difficultés scolaires ou de handicap. On a dit, on refuse d'exclure, donc on va faire en sorte qu'on ait une communauté qui accueille. Donc, l'objectif, c'est pas seulement d'entrer dans un groupe, c'est-à-dire de faire venir, mais aussi que dans le groupe, les personnes se sentent en confiance, y appartenir et se sentent plus fortes. Alors, dans le numérique, si on le transpose, donc la notion d'inclusion sociale a été beaucoup creusée au Canada, qui est confronté à des populations d'origines différentes qui souhaitent intégrer. Et notamment, ils ont développé, ils ont montré le caractère multidimensionnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur une seule dimension, genre recruter, mais il faut agir, et c'est ça seulement qui garantit l'inclusion. Donc, de la même façon, nous, on se dit, ce domaine du numérique, il pourra être recodé que s'il y a un pourcentage important de femmes qui sont là, et si elles participent à l'évolution des pratiques de ce genre, toutes ces pratiques qui contribuent à les éloigner. Donc, on a élaboré ce cadre qui peut servir donc, de base à une stratégie. Alors, donc, il y a les 4 phases: intéresser, recruter, donc, venir et garder, socialiser. Et les 4 dimensions, je vais les décliner à travers l'analyse des 2 institutions: espace, développement, relations et pouvoir. Donc le terme espace, il y a beaucoup de travaux en ce moment de géographie sociale, c'est-à-dire c'est à la fois un lieu, mais c'est tous les rapports qui se développent dans ce lieu. Donc la question qu'il faut se poser, qui est-ce qui domine un espace? Domination matérielle, mais aussi domination symbolique. Donc si on pense l'inclusion dans cette dimension espace, c'est faire en sorte qu'en arrivant, en rentrant, chaque individu se sente chez soi et puisse se projeter. Alors, petite illustration, par exemple, il y a une recherche qui a été faite aux États-Unis qui montrait que si on avait décoré le lieu où on essayait d'attirer les étudiants, donc on avait des entretiens avec l'image du hacker, eh bien, on avait très très peu finalement d'étudiantes qui étaient intéressées par la filière informatique. Si au contraire on était dans un endroit totalement neutre, eh bien, au contraire, on avait un taux beaucoup plus intéressant d'étudiantes intéressées. Et donc là, le choix des images, nous, c'est vrai, quand on a été en Norvège, dans le département informatique, c'était assez agréable. Des différents tableaux, des objets intéressants, pas du tout sexistes. Et d'un point de vue symbolique, Carnegie Mellon a beaucoup travaillé pour envoyer une autre image de l'informatique à travers ce qu'il faisait. Alors les contre-exemples, ça je n'attaque personne, je les prends chez nous tout récemment. Donc le job teaser, et ça c'est l'entrepreneuriat. Et alors, je n'ai pas triché, car je suis très honnête. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mêmes images déclinées au féminin. Entendons-nous bien, la campagne pour l'entrepreneuriat, ça a duré des mois et des mois. Partout sur le campus, il y avait ça. Il y avait 2 modèles. Il y avait un modèle latino et un modèle arien. Et c'est tout. C'était que des hommes. Et c'était... Ah oui, c'est... et ça, c'est l'année dernière. Je ne remonte pas à des temps historiques. C'est... bon. Voilà, donc je dis, l'espace, c'est ça aussi. Je rentre, je regarde, et au fond de moi-même, est-ce que je me sens chez moi? Pas tout à fait. Alors, deuxième dimension, le développement. Le développement, c'est lié à la confiance en soi. Ce n'est pas seulement se sentir chez soi, mais confiance et efficacité personnelle. Et donc, dans le domaine du numérique, on l'a évoqué, le poids de l'informatique dans les foyers.
Et le fait que pendant longtemps, les garçons ont été privilégiés dans l'accès à l'ordinateur familial, qui n'était pas encore l'ordinateur personnel. Et puis, donc, ce stéréotype de l'incompétence technique des femmes, évidemment, c'est la menace, le phénomène de menace du stéréotype. Il peut menacer l'efficacité personnelle. Donc, penser l'inclusion, c'est faire en sorte que cette dimension, selon cette dimension, c'est agir pour qu'on soit encourager et on se sente en confiance dans un cursus numérique. Alors, l'illustration, NTNU, les campagnes ciblées pour les femmes. Ah oui, tiens, on me fait confiance, on me veut. Le laboratoire, finalement, avec une personne ressource, spécifiquement, il y a des heures qui sont affichées et un numéro de téléphone où on peut appeler une personne. Et puis, cette association, Girl Project ADA, qui fait aussi beaucoup de choses. Là, on voit assez mal, mais l'image de, oui c'est là, de la journée où les filles sont, les candidates potentielles sont accueillies pour les inciter à venir et sont accueillies par des groupes de garçons à qui on demande de se conduire comme des gentlemen. Et qui chantent d'ailleurs pour les filles. Ils aiment beaucoup chanter en Norvège. Alors, au Carnegie Mellon, comment est-ce qu'ils ont fait en sorte que cette dimension de développement soit prise en charge? Des groupes de niveau, tutorat, entre pairs aussi, secours obligatoire sur le genre, des projets communautaires locaux aussi qui mélangent beaucoup de choses et qui aident à se développer, et la formation des enseignants à une pédagogie inclusive. Parce que là, y compris sur notre campus, là je ne parle pas des autres qui sont sûrement parfaits, mais sur notre campus, il y a des tas de signaux où je ne m'occupe pas de telle population ou uniquement pour leur faire des remarques. Donc là, ça a été pris en charge. Troisième dimension, la relation, c'est-à-dire possibilité de s'intégrer, non pas de se sentir bien tout seul, mais de s'intégrer dans un groupe relationnel, d'être accepté, reconnu pour ses compétences, et pas seulement parce qu'on est au-delà de la catégorisation de sexe. Et donc, on sait que cette question de reconnaissance, tous les travaux de Honnête, c'est un processus interactif qui se développe dans les relations avec les autres. Et donc, les valeurs et les normes qui s'expriment dans les interactions, elles, au sein d'un groupe, est-ce que c'est un groupe rugby-bière ou bien il y a autre chose? Donc, ça permet ou non de développer un sentiment d'appartenance et d'adhérer à une identité collective. Alors, comment ils ont fait ça? En fait, là aussi revient la question de la mixité. À NTNU, c'est des activités, beaucoup d'activités extrascolaires non mixtes, en fait, et des réseaux, y compris des réseaux d'événements qui sont aussi non mixtes. Alors, je n'ai pas d'avis, je constate. À Carnegie Mellon, il y a aussi beaucoup d'activités sociales non mixtes, par exemple des groupes par graduate ou débutants, des groupes de chercheuses aussi. Alors, il y a le nombre aussi qui permet de faire ça, suivant la spécialité. Donc, les cours de genre obligatoires pour tout le monde, ça aide, ça a des effets sur plusieurs dimensions. Et puis, des cours interdisciplinaires. Mais par exemple, célébrer Grace Hopper, l'événement annuel, bon, ils ont dit, on y va tous les 2 ans et on participe très largement. Donc là, ça cible que les femmes. Et quatrième dimension, l'empowerment, se sentir plus fort. Donc, l'empowerment, c'est qu'on n'a pas, à ma connaissance, vraiment bien traduit en français, mais c'est parce que c'est un concept, donc c'est pas si simple. C'est à la fois un résultat, donc avoir une capacité d'action plus grande, mais c'est aussi un processus, c'est-à-dire c'est le fait d'augmenter le contrôle sur ses décisions. Donc, penser l'inclusion selon cette dimension, donc c'est ouvrir aux femmes le champ des possibles et permettre une participation active aux décisions de groupe. Alors, si je prends un exemple qu'on évoquait avec Pascal au déjeuner, c'est par exemple la représentation des femmes dans les associations d'étudiantes, notamment les BDE, dans l'école d'ingénieurs. Nous, il a fallu attendre 20 ans et je pense que c'est les cours qu'on a mis en place autour du féminin masculin et de la diversité qui, au bout de 2-3 ans, ont fini par porter quelques fruits et qu'il y a une femme qui a osé se présenter et que les autres ont accepté qu'elle se présente. Alors là, il
il y a cette association, The Girl Project EDA, qui est un grand projet financé par l'institution, avec un large soutien des partenaires, et c'est le réseau carrière. Donc, pour permettre de rencontrer des recruteurs. Parce qu'on a changé à l'intérieur de l'institution, mais la société n'a pas forcément changé, même n'a pas tout à fait changé. Donc, les recruteurs n'ont pas... Donc, il faut les inclure là-dedans. Carnegie Mellon University, même constat, donc il y a cette association qui est très puissante, et il y a aussi Job and Research Opportunity, il y a aussi des choses spécifiques pour les femmes en lien avec des entreprises pour favoriser leur carrière. Alors maintenant, Carnegie Mellon s'est beaucoup ouvert aux questions de la diversité. C'est... donc les femmes, mais aussi les minorités. Et là, il y a des minorités aux États-Unis. Et maintenant, beaucoup d'universités pour l'informatique, parce qu'avaient constaté aussi qu'il y avait principalement des hommes blancs. Voilà. Et donc, on dit, ben non, maintenant, il faut qu'on agisse sur tous les plans. Alors, pour conclure, donc on a essayé par cette réflexion d'apporter un outil pour agir contre ce gap persistant. Donc, au niveau de l'usage de l'informatique, il n'y a plus de gap, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des usages qui peuvent être éventuellement différenciés. Mais bon, on sait bien que les femmes sont sous-représentées et que l'idée, c'est que si on veut vraiment agir dans la durée, c'est sur cette culture et c'est de l'intérieur qu'il faut agir sur ces pratiques. Alors, les conditions de réussite, si on regarde ces deux établissements qui parlaient de très loin, eh ben, elles ont en commun d'avoir une volonté durable avec une transformation pérenne. Donc, on ne fait pas un coup, one shot, ah ben tiens, on a eu 25%, très bien, on est content. Ben, ça coûte. Il y a un budget qui est consacré à ça. Et puis, il y a un vrai pilotage, c'est-à-dire des actions, du suivi, de trouver ce qu'on va faire après, avoir des retours. Il y a des choses qui ont été mises en place qui doivent être changées. Et donc, il faut un soutien, il faut des équipes compétentes aussi en matière de genre, et puis réfléchir sur ce qu'on a fait, avoir une réflexivité et se dire ce qui était bon peut-être il y a 3 ans, maintenant il faut qu'on change, et on voit que dans les deux institutions, ça... Alors voilà, merci de votre attention. J'aurais bien voulu vous dire qu'on l'avait mis en œuvre dans l'Institut Mintelecom. Eh bien non, je ne peux pas vous dire ça.